Merci d'être venu à ce débat sur les défis politiques internes de la Turquie. L'idée est partie d'un constat assez simple. Fin 2012, le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, selon ses sigles turcs, c'était 10 ans au pouvoir. Et en 2014, on l'a vu, Recep Tayyip Erdogan a été élu président après avoir passé de longues années en tant que Premier ministre. Aux yeux du monde entier, Erdogan incarne la Turquie capitaliste, moderne, et j'en passe. Or, on a aussi vu la Turquie, alors justement pour introduire, ça c'est le résultat des élections municipales, où on a aussi vu une forte domination de l'AKP dans un contexte social et politique très délicat. Tout le monde se souvient des manifestations de Gezi, qui se sont soldées par des blessés, des morts, et surtout des scandales de corruption défiant vraiment impliquant même parfois des membres de la famille, le fils même de M. Erdogan. Donc même dans un contexte comme ça, l'AKP, depuis plus de 10 ans maintenant, a des résultats électoraux toujours plus importants. On l'a bien vu aux dernières municipales. Même un petit exemple, ils ont même repris par exemple la ville d'Antalya. Pourquoi? Alors c'est ce qu'on va voir avec nos deux invités, donc Jean Marcou et Dilek Yankaya, qui sont deux experts reconnus de la Turquie. Jean Marcou nous expliquera justement cette évolution vers ce système présidentialiste qui marque la politique de l'AKP et surtout de M. Erdogan. Et dans les alliés de M. Erdogan, le pouvoir de M. Erdogan n'aurait pu se construire sans le soutien des relations très privilégiées avec les hommes d'affaires, les syndicats patronaux, et Dilek Yankaya va nous en dire un peu plus, pour bien comprendre la structure du pouvoir de l'AKP au sein de l'État turc. Donc je laisse la parole à Dilek. Très bien. Merci. Je peux le mettre là comme ça. Je pense que ce serait audible là. Donc, je vous remercie pour votre invitation dans le cadre de ces séminaires et dans ces lieux assez sympathiques avec une librairie comme ça. Si on dit des bêtises, vous pouvez tout de suite aller vérifier si c'est vrai ou pas. Donc, c'est plutôt agréable. Je vais essayer de parler justement des raisons ou des motivations de la durabilité du pouvoir de l'AKP. Et justement, donc, la question principale, c'est par quelle stratégie et par quel mécanisme le pouvoir de l'AKP a été aussi pérenne depuis 2002. Donc, si on pose la question d'une manière plus sociologique, c'est la question est de savoir la formation et la consolidation de du pouvoir de cette nouvelle classe de dirigeants. Donc, je vais vous proposer 3 axes d'analyse qui vont refléter 3 idées, disons, constitutives de notre compréhension. Le premier des axes, c'est le parti et ses dirigeants sont issus d'une grande transformation sociétale, socio-économique et politique depuis les années 70. Donc ça, c'est notre axe du parcours de l'histoire sociopolitique de ce changement du mouvement de l'AKP. Le deuxième axe, c'est la classe dirigeante actuelle du pays est issue des dynamiques de développement économique et de la mobilité sociale des nouvelles classes moyennes pieuses. Donc ça, c'est l'axe qui représente la dimension sociologique de ce changement socio-économique de Turquie. Et le troisième axe, c'est justement depuis que le parti est au pouvoir, il a développé des nouvelles pratiques gouvernementales qui s'avèrent être assez inclusives pour des raisons différentes et à travers des mécanismes différents. On va voir que ces logiques ces logiques qui fondent ces pratiques gouvernementales, on peut les citer sous forme de, premièrement, clientélisme, deuxièmement, populisme,
et en fin de compte, le pragmatisme qui enrobe, en fait, qui englobe ces deux stratégies et qui leur donne une cohérence aux yeux du peuple, bien sûr. Donc je vais essayer de passer 10 minutes, je pense que j'ai une demi-heure. 30 minutes, oui, maximum. D'accord. Donc je vais essayer de passer 10 minutes sur chacun des axes. Donc à commencer par le parcours sociopolitique de cette nouvelle classe dirigeante. Donc si on peut donner en fait quelques dates, on va commencer par les années 70. 70, comme vous le savez, ces années-là, c'est l'apparition du mouvement islamiste en tant que mouvement à part entière, c'est-à-dire la politisation du capital ou de l'islam, du capital islamique ou de l'islam, en dehors des structures de confréries traditionnelles et aussi en dehors des partis de droite conservateurs. Donc on commence à voir en fait le mouvement de l'islam politique avec la vision nationale de Necmettin Erbakan. Et justement, donc, ce mouvement se produit grâce à la formation d'une nouvelle élite, d'une nouvelle génération d'élites, qu'on peut appeler une élite une contre-élite islamiste, dans le sens où ce sont des ingénieurs, des professions libéraux, des hommes d'affaires qui s'engagent en fait à la politisation de l'islam en tant que mouvement, avec une idée, avec un idéal, avec un projet de société. Ensuite, dans les années 80, on passe à la période de la libéralisation économique. La libéralisation économique entraîne la décentralisation de l'industrie nationale, c'est-à-dire il y a le développement des nouvelles villes en Anatolie, la décentralisation industrielle dans le sens où, comme l'industrie nationale était centralisée dans les grandes villes, à commencer par Istanbul, à partir des années 80, on voit qu'il y a des centres industriels dans les petites et moyennes villes de l'Anatolie. Et évidemment, avec l'industrialisation de ces territoires, on peut parler de développement d'une nouvelle classe d'industriels et de commerçants, de petite et de moyenne taille, qui commencent à s'organiser, qui commencent à échanger sur les nouvelles opportunités de l'économie et du marché. Donc, on voit que la communauté économique, la communauté patronale, commence à se diviser en deux. Donc, on a les grands patrons qui se trouvent à la tête des grands conglomérats centralisés à Istanbul, à Ankara, à Izmir. Et c'est une classe patronale très laïque, voire laïciste, étatique dans le sens où ils ont pu grandir grâce aux subventions de l'État et grâce aux aides du politique, et qui se concentrent leur effort de mobilisation afin de faire avancer leurs propres intérêts sans vraiment essayer d'ouvrir leur rang aux nouveaux arrivés des PME, des petites et moyennes entreprises. Donc c'est le TUSIAD, l'association patronale qui représente ces 500 plus grandes entreprises, c'est le TUSIAD. Donc à partir des années 80, on commence à voir donc les PME qui commencent à avoir une certaine croissance économique, des moyens économiques, mais sans avoir de représentativité au niveau patronal, au niveau politique. Donc on commence à voir qu'en fait justement le mouvement islamiste réussit, disons, à réencadrer ce malaise, cette frustration, cette ambition de cette nouvelle classe entrepreneuriale dans un langage un peu moraliste, donc en faisant de ce décalage économique entre les grands patrons et les petits patrons, une sorte de question de moralité, une question d'éthique, une question de représentativité, la vraie Turquie, la vraie société. Donc là, on voit justement que ce mouvement de politique, de l'islam politique, trouve en fait sa base électorale et sa base socio-économique dans ces petites et moyennes entreprises. Donc, ensuite, dans les années 80
évidemment avec la libéralisation toujours, à côté de cette communauté économique, on peut parler d'une nouvelle société, société civile économique, de nouveaux acteurs modernes et islamiques, comme les intellectuels, comme les auteurs, comme les artistes, comme les femmes étudiantes ou les étudiants en général. Donc, toute cette effervescence, justement, se traduit sous forme de la montée électorale de l'islam politique dans les années 90. On voit donc l'arrivée d'abord au niveau municipal à Ankara et à Istanbul du parti de l'islam politique, le parti de Refah Partisi à la municipalité, et puis ensuite au gouvernement en 1996. Donc, effectivement, on voit que cette montée de l'islam politique n'est pas issue d'un complot ou d'un certain arrangement entre les acteurs, mais on voit qu'il représente une certaine base électorale, il a ses propres bases socio-économiques et culturelles. Donc, du coup, ça vient pas de nulle part. Donc, ensuite, une autre date clé pour la transformation de ce mouvement de l'islam politique, c'est effectivement le 28 février 1997, l'intervention militaire. Donc, sans entrer en détail, l'effet de cette intervention militaire sur l'avancée de ce mouvement est sous forme d'un travail de réflexion suite à la conclusion que l'islam idéologisé dans ses formes traditionnelles, c'est-à-dire avec ses accents socialisants, avec ses accents sur l'égalité, sur justement avec ses tendances anti-européennes, anti-occidentales, ne fonctionne plus. Parce que ça ne correspond plus justement à ces ambitions de globalisation, de modernisation de ces nouvelles élites, de ces nouveaux groupes socio-économiques et intellectuels. Donc on voit qu'il y a une transformation de l'identité, un effort de réflexion sur soi pour justement accommoder son rapport avec l'islam de manière à pouvoir coexister avec le système. Donc c'est ensuite qu'on voit le rapport à l'islam d'une certaine manière désidéologisé, individualisé, collectivisé sous forme d'organisations, d'associations plus capitalistiques, plus modernes. Après 1997, l'autre date c'est 1999. Justement, c'est la déclaration de la candidature de la Turquie à l'Union européenne qui a beaucoup changé en fait la configuration de sphère politique parce que tous les acteurs ont dû remettre en question leur propre positionnement vis-à-vis de l'Union européenne et ainsi va aussi pour les acteurs islamiques et islamistes. Donc on voit que justement les promesses de démocratisation, de libéralisation des critères de Copenhague étaient favorisaient l'action des acteurs islamiques dans le sens en raison de retrait des militaires, des mécanismes de la prise de décision et en raison de ce nouveau cadre d'interprétation que la démocratisation proposait pour les revendications islamiques, culturelles et religieuses. Donc on voit que justement les acteurs politiques, économiques, culturels et la société civile islamique se transforment et deviennent pro-européennes. À part quelques confréries comme les Süleymancı qui préfèrent rester toujours dans leur position anti-occidentaliste et traditionnaliste. Mais on voit que même le Diyanet, la présidence des affaires religieuses, transforme son discours pour prôner ensuite un islam pro-européen et pour favoriser l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Donc, une autre date clé à partir de ça, c'est la crise économique de 2001 et l'arrivée justement de l'AKP au pouvoir en 2002. Donc quand l'AKP est arrivé au pouvoir en 2002, c'était un très bon élève parce que le devoir était clair. Il fallait suivre la ligne de conduite de l'adhésion à l'Union européenne et les mesures de transformation, de restructuration de l'économie données par la FMI. Donc, avec sa majorité parlementaire, avec sa force
de réunir différents groupes sociétaux, l'AKP justement a pu suivre ce projet et c'est ainsi qu'il a pu rassembler les différents groupes dans nos sociétés, aussi bien que les grands patrons, les petits et moyens patrons, les secteurs conservateurs, les étudiants, les intellectuels anticamalistes, les intellectuels libéraux, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi je propose d'étudier le gouvernement, le pouvoir de l'AKP en 3 voire 4 temps, à savoir donc 2002-2007, 2007-2011 et ensuite 2011-2013 et après 2013, c'est-à-dire après les événements de Gezi et des scandales de corruption. Donc pour avancer un peu plus vite, peut-être qu'on peut entrer en détail de ces pouvoirs par la suite lors de la discussion. Ce qui est important, c'est que entre 2002 et 2007, c'est la période de l'acquisition de la légitimité pour l'AKP en tant que gouvernement de Turquie, en tant que classe dirigeante de ce pays. Donc, justement, cette période de légitimité passe par des différentes coalitions avec les forces qui ne viennent pas forcément de la même tradition que l'AKP, c'est-à-dire avec les grands patrons, c'est-à-dire avec la communauté de Fethullah Gülen et avec les intellectuels et les professionnels libéraux. Mais ensuite, on voit que l'élection de Abdullah Gül à la présidence marque un vrai tournant dans ce processus de légitimation du pouvoir de l'AKP, parce que par la suite, on voit que la cohabitation, parce qu'entre 2008, 2002 et 2007, on peut parler d'une cohabitation avec le président Ahmet Necdet Sezer, qui représentait la tendance légaliste du kémalisme. Et donc, après l'élection d'Abdullah Gül, il ne s'agit plus de cette cohabitation, de cette coexistence. Désormais, l'AKP peut contrôler les institutions, à savoir le Parlement, les universités et l'administration, sans risquer le veto présidentiel. Donc ça marque un tournant dans la mentalité de gouvernance de l'AKP et on voit que désormais, on commence à voir, on entre dans une nouvelle période de la mise en exercice de l'idéologie bourgeois islamique, c'est-à-dire avec de nouvelles pratiques d'ingénierie sociale pour créer justement la société avec ces tendances islamiques et libérales. Donc, je voudrais entrer en détail de cette mode de gouvernance par la suite lors de la discussion. Je veux maintenant passer, si vous voulez bien, à mon deuxième axe d'analyse, c'est-à-dire la formation de cette nouvelle classe dirigeante, c'est-à-dire les processus de recrutement des cadres dans la classe dirigeante, dans les élites économiques, politiques dirigeantes. Donc, on a déjà parlé de ce développement économique de l'Anatolie à partir des années 80. Donc, il s'agit de la montée de nouvelles classes entrepreneuriales, mais avec ceci, évidemment, une classe intellectuelle, des groupes socio-économiques divers et variés qui partagent quand même des sensibilités islamiques, cette sensibilité vis-à-vis de l'identité anatolienne, cette requête de l'authenticité de la modernité turque vis-à-vis de la modernisation dans le sens de l'occidentalisation. Donc en fait, on voit que l'AKP a créé, avec la création de ces sociétés civiles, de ces organisations patronales, des organisations d'entraide, on voit l'apparition d'une structure intermédiaire qui lie le pouvoir de l'AKP à la société, à la population. Parce qu'on voit qu'avec la montée de ces nouvelles classes, les individus, les hommes d'affaires ou les professionnels venant de ces classes en ascension sociale, ils commencent à assumer des responsabilités dans les affaires publiques de leur propre province, de leur propre ville.
Ainsi, donc, ils deviennent des notables. Ils entrent dans les élites de la localité. Donc, soit ils s'engagent dans les associations patronales, ils deviennent les riches respectés de leur propre région, de leur propre ville, soit par la suite, avec évidemment cette accumulation des capitales, ils commencent à s'investir plus dans les associations caritatives, dans les associations de solidarité et d'entraide. Donc, ils gagnent une certaine visibilité aussi en tant que les donneurs, les bienfaiseurs de leur propre ville. Et évidemment, ils s'engagent aussi dans la politique, surtout dans les bureaux de représentation locaux de l'AKP, donc au niveau local. Donc ensuite, cette intégration dans les élites continue avec leur circulation, cette fois-ci, du niveau local vers le niveau national. Donc on voit par exemple des hommes d'affaires qui sont membres au MUSIAD, qui est l'association patronale le plus proche de l'AKP, en tant que député depuis 2002 dans l'Assemblée nationale. On voit également que ces hommes d'affaires commencent à contrôler les chambres de commerce et d'industrie au niveau local, mais aussi au niveau national. C'est-à-dire, depuis 2005, par exemple, la chambre de commerce d'Istanbul, qui est la chambre la plus importante du pays, est contrôlée dans son administration par les hommes d'affaires du MUSIAD. Donc on voit qu'il y a une circulation comme ça qui crée des canaux de recrutement au pouvoir et qui assure en fait les liens entre le peuple, la population et la classe dirigeante. Par exemple, un développement récent, ce qui s'est passé la semaine dernière, donc il y avait une institution qui est responsable de gérer les relations économiques internationales de Turquie, DEİK, qui était une institution plus ou moins autonome, mais ça vient d'être rattaché au ministère de l'économie et du commerce, et c'est-à-dire qu'en fait il est entré sous les ordres du gouvernement même, et le nouveau président est l'ancien président du MUSIAD, donc de ce MUSIAD-là, qui est l'association patronale le plus proche du gouvernement de l'AKP. Donc on voit qu'il y a une circulation comme ça au niveau de l'échelle administrative entre le domaine économique, le domaine patronal, le domaine administratif, le politique et le domaine des activités caritatives. Donc c'est ainsi que ces circuits d'information, de mobilisation, de mobilisation des ressources et d'entraide fonctionnent en faveur de préserver le pouvoir de l'AKP. Et bien sûr, avec la montée de ces nouvelles élites, c'est leur point de vue, c'est leur culture, leur idéal de société qui gagne aussi en légitimité, en visibilité. Donc c'est ainsi qu'en fait, cette intégration de ces nouvelles élites crée justement de nouvelles logiques et mentalités de gouvernance et de nouveaux projets pour la Turquie. Donc, ce qui nous amène justement au troisième point, c'est le développement de nouvelles modes de gouvernance, de nouvelles pratiques gouvernementales de l'AKP depuis 2002, qui, en suivant de différentes logiques et différentes pratiques, réussit à inclure une grande partie de la population dans son système de création et de redistribution des ressources. Donc, ces logiques sont, comme j'ai dit tout à l'heure, le clientélisme, le populisme et le pragmatisme. En fait, ces nouvelles pratiques gouvernementales sont à géométrie variable qui adressent les différents groupes dans la société d'une manière différente. Donc, si on peut commencer par le clientélisme, par exemple. Donc, AKP, en fait, comme tous les partis politiques au pouvoir dans tous les pays du monde, a créé évidemment ses propres réseaux de clientélisme. Donc, AKP, avec son mouvement de libéralisation et de privatisation, a pu inclure les entreprises privées davantage
dans les marchés publics, dans les marchés auparavant publics, mais aussi en favorisant les entreprises proches de son gouvernement dans les appels d'offres au niveau des municipalités et surtout dans le domaine de la réurbanisation. Donc, le domaine d'urbanisation qui est en fait, on peut en discuter par la suite, qui est géré par un établissement pour le logement collectif Toki, et ça présente un marché très très fort en rente et en création de richesses. Donc, ces réseaux de clientélisme nous montrent justement la porosité entre les sphères économiques et les sphères politiques. Et on voit que justement, depuis 2007, avec cette tendance de centraliser le pouvoir politique et économique, personnaliser un personnage de Recep Tayyip Erdogan, donne de nouvelles opportunités pour utiliser les instruments fiscaux et judiciaires comme des mécanismes de cooptation ou des mécanismes disciplinaires. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux juste citer deux exemples. Par exemple, deux exemples qui concernent un conflit avec la grande bourgeoisie d'Istanbul, le deuxième avec la communauté de Fethullah Gülen. Donc, le premier conflit, c'est arrivé au moment des manifestations du Parc Gezi, lorsque l'hôtel Divan, qui se trouve juste à côté de la place de Taksim, a ouvert les portes pour accueillir les manifestants qui s'évadaient des attaques de gaz lacrymogène. Donc, cet hôtel appartenait au holding de Doğan, qui est le premier groupe des médias privés en Turquie. Donc, la contre-attaque de l'AKP est venue sous forme de contrôles fiscaux extraordinaires. Et donc, cette entreprise a été jugée coupable d'avoir violé la loi qui limite le nombre de partenaires étrangers dans leurs actionnaires. Et ensuite, donc, l'État a condamné la compagnie à payer une amende de 1,1 milliard de livres turcs, soit l'amende la plus élevée qui a jamais été appliquée dans l'histoire de la Turquie. Donc on voit que justement ce mécanisme de contrôle fiscal peut être réinventé et remobilisé, non pas pour des raisons économiques, mais justement pour des motifs politiques. Le deuxième exemple concerne la communauté de Gülen, et ça c'est passé il y a pas très longtemps. Donc il y a Gülen, comme vous savez, c'est une mouvance qui est très ancrée dans la société, très active dans les activités de charité et d'entraide et de solidarité. Donc ils ont fondé de nombreuses associations bienfaisantes, dont cette association Kimse Yok Mu. Donc très récemment, l'État a supprimé le droit de cette association de collecter de l'aide financière sans autorisation. Alors que cette association a été décrétée comme association à intérêt public en 2006. Donc on voit que justement lorsque le lien stratégique entre le mouvement de Gülen et l'AKP marchait très bien, il y avait un favoritisme vis-à-vis des organisations de ce mouvement-là, mais lorsqu'il s'est passé un conflit entre ces deux mouvances, justement donc ces mécanismes de contrôle fiscal et administratif se sont mobilisés pour justement attaquer le mouvement par divers canaux. Justement, le deuxième canal concerne l'attaque contre Bank Asya, qui est la première banque islamique en Turquie et qui représente un certain pouvoir économique, qui a été attaqué par le premier ministre, où il était Premier ministre, par le président Erdogan, justement, très récemment. Donc,
Et lors de ces attaques, en fait, l'objectif, c'est de faire couler la banque. Donc, les organisations et entreprises proches du gouvernement, comme par exemple Turkish Airlines, la compagnie aérienne nationale, ont retiré leur compte de cette banque-là. Ensuite, ils ont mené une campagne dans les médias assez défavorable vis-à-vis de cette banque. Donc l'objectif, c'était justement discréditer la banque et créer un scandale autour de l'absence de confiance qu'on peut avoir à cette banque, et justement pour que les clients pris de panique commencent à retirer leur argent. Donc on voit que justement il y a une consolidation des pratiques clientélaires, et ça passe par la libéralisation, mais libéralisation dans le sens de moins d'État, plus d'entreprises privées, mais plus de contrôle et de surveillance de ces entreprises privées, justement. Donc ainsi, avec ces réseaux clientélaires, le pouvoir d'AKP assure l'inclusion des milieux économiques, des milieux professionnels, d'accord, et en créant des partenaires privés. Donc la deuxième logique, c'est le populisme. Il s'agit de la création de nouveaux services de sécurité sociale, en santé, en éducation, et aussi en augmentant les activités de charité et de bienfaisance, et en bien faisant la communication et la promotion des entreprises ou des entités publiques qui sont à la base de ces activités de charité. Donc il y a vraiment charité, service public, et évidemment qui vient de l'État, qui est le père qui est censé être le père du public. Donc ainsi, à travers le populisme, on voit l'inclusion des masses, des classes défavorisées. Donc ces classes défavorisées deviennent les électeurs, les consommateurs de ces services-là, les électeurs et les électeurs du parti au pouvoir. Donc on voit aussi les transitions du citoyen, électeur et consommateur. Alors, dernier point, c'est le populisme qui encadre toutes ces logiques et les pratiques de gouvernance. C'est un libéralisme économique, non pas politique, dans le sens où justement le contrôle et la surveillance d'État à travers différents mécanismes est toujours là. Mais aussi on voit également que de plus en plus d'acteurs privés sont intégrés dans ce système de gouvernance, et c'est ça qui tient actifs ces liens d'intérêt, de partage d'intérêt, de solidarité pragmatique entre le gouvernement et la société. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. Si, je ne sais pas que je n'ai pas dépassé. C'est bien? D'accord. Merci Dilek. On a bien compris comment le réseau AKP s'est construit au fil de l'histoire et jusqu'à l'exercice du pouvoir. Je pense que ce que vous avez parlé va amener à beaucoup de questions, notamment sur l'avenir économique du pays. Juste une petite remarque avant de laisser la parole à Jean Marcoux, pendant l'exposé de Dilek, j'ai juste mis la carte derrière elle sur le supposé réseau de Fethullah Gülen, qui sont ces centres d'études développés à la fois en Turquie. Chapitre sur la Turquie dans la Exactement. Qui est paru effectivement dans le dernier numéro de Moyen-Orient, et là on voit bien non seulement la présence en Turquie, mais à l'étranger. Alors moi je me souviens une anecdote, c'est que quand l'AKP, le réseau Fethullah Gülen, s'entendait très bien, on disait souvent que le président Gül ne voyageait jamais à l'étranger sans un représentant du réseau Gülen dans le voyage officiel. Voilà. Où qu'il aille. Donc ça montrait vraiment l'implication sociale et économique de ce réseau. On en reviendra après dans le débat, j'espère, sur les raisons de ce divorce, entre guillemets. Je laisse la parole à Jean Marcoux pour un maximum de 30 minutes. Oui. Alors je vérifie juste si ça marche. Voilà, ça marche. Oui, très bien. Voilà, super.
Voyons, tu pourras nous... Exactement, je fais le diapo. Très bien, merci à Guillaume. Effectivement, merci à l'IREMO d'avoir organisé ce débat et de nous avoir conviés. Vous entendez bien au fond? Ouais, je pense oui, de nous avoir conviés à l'animer. Je vais, oui, au travers de ce titre un peu provocateur, La République ottomane se présidentialise, pour le commenter, ça fait allusion à la fois à des propos que tiennent les hommes politiques turcs actuellement, et les réflexes ont été très ottomans, ou en tout cas on donne une certaine image de ce qu'est l'Empire ottoman, où on s'en sert effectivement comme matériel politique. Et ce présidentialisme, parce que bien évidemment, vous savez que l'année qui s'est écoulée a été une année extrêmement, une année charnière, hein, puisqu'il n'y a pas eu seulement des élections, on parlait des élections locales, mais il y a eu des élections présidentielles. Bon, ce n'est pas la première fois qu'il y a des élections présidentielles en Turquie, bien évidemment. Bilek faisait allusion à cette élection qui a été un beau laboratoire d'observation de la transformation du pouvoir en Turquie, qui est l'élection de 2007, que j'avais suivi de très très près. Mais c'est la première fois que c'est une élection, en fait, au suffrage universel. Et vous savez, enfin, nous sommes bien placés pour le savoir, nous Français en particulier, que les élections au suffrage universel, ça peut transformer un régime politique. C'est arrivé 2 fois en France au 19e et au 20e siècle. Et effectivement, on a eu des conséquences sur le régime politique qui étaient très importants. Et quand actuellement je suis des débats institutionnels en Turquie, je suis très surpris parce que ça me rappelle des débats qui ont eu lieu en France dans les années 60 sur la relation du Premier ministre et du Président. Alors, effectivement, moi ce qui me frappe en Turquie, et un peu dans le sillage de ce qu'a pu dire Dilek, c'est que, bon, effectivement, l'AKP est au pouvoir depuis 2002. Ce parti, en tout cas son dirigeant historique, vient de remporter la 9e victoire consécutive, en fait, depuis 2002. Bien évidemment, 10 ans au pouvoir, c'est très long. Plus de 10 ans au pouvoir, c'est très long. Et on se dit qu'un parti comme ça va s'user. On l'a vu d'une certaine manière avec les scandales, avec des mouvements sociaux qui sont de plus en plus forts. Et on se disait, bon, effectivement, là, et ce qui est très surprenant finalement depuis un an, c'est que, enfin surprenant et en même temps, on sait que les dynamiques sociales ne se traduisent pas toujours immédiatement par des transformations électorales. Mais ce qu'on observe, c'est que justement ces mouvements sociaux, plusieurs natures, d'ailleurs il y a le mouvement de Gezi, mais il y a aussi celui de Soma cette année, que ces mouvements ne se traduisent pas par des résultats électoraux et qu'on voit l'AKP continuer à gagner des élections, à gagner deux élections cette année. Alors, mon idée, c'était un peu de revenir, dresser tout d'abord quelques mots d'introduction, la densité déjà de cette année 2013, l'année dernière, sur tous les plans. Il y a eu effectivement le lancement d'un processus très important qui est toujours en cours pour essayer de résoudre politiquement la question kurde. Il y a eu bien évidemment les événements de Gezi, qui ont d'ailleurs différé ce processus avec des manifestations dans toutes les villes de la Turquie. Il y avait, depuis les élections législatives de 2011, un projet de nouvelle constitution, et ce projet, finalement, on va le voir, a échoué. Il y a eu l'année dernière ce scandale de corruption du 17 décembre, avec finalement, au-delà du scandale, la révélation de divisions profondes au sein même du parti au pouvoir, au sein même de la mouvance au pouvoir, avec cet affrontement extrêmement violent entre l'AKP et le mouvement Gülen. Et il ne faut pas l'oublier, on ne parle pas ici, c'est vrai, de politique étrangère, mais il y a malgré tout, depuis 2 ans maintenant, 3 ans maintenant, un enlisement effectivement de la diplomatie turque, après, je dirais, plusieurs années fastes, notamment depuis l'arrivée d'Avutoglu, de Ahmed Davutoglu à la tête du ministère des Affaires étrangères.
En outre, derrière ça, on a un cadre économique qui est un peu moins favorable pour des raisons mondiales, mais aussi pour des raisons proprement domestiques. 2014, pour dresser le décor, est une année charnière parce que depuis Gezi, de près, de loin, il y a une poursuite des mouvements de protestation de manière ponctuelle, de manière sporadique, parfois avec des ravinements extrêmement violents, comme ceux qui ont suivi la mort du jeune Berkin Elwan après plus de 260 jours de coma à la suite des événements de Gezi. Il y avait ce rendez-vous cette année des élections locales, le 30 mars 2013, la catastrophe minière de Soma qui est venue se glisser en travers et qui a effectivement eu là aussi provoqué des très fortes tensions. Et puis la première élection au suffrage universel, du président au suffrage universel, dans un contexte où finalement les tensions politiques sont de plus en plus fortes, se poursuivent, et en même temps où l'AKP justement poursuit ses succès électoraux. Alors l'idée c'est un petit peu de se donner quelques perches, essayer de réfléchir pourquoi au travers finalement de l'analyse des 2 dernières années. Et en particulier, je dirais qu'il y avait un petit peu, bon, dans la mesure où l'élection présidentielle est quand même une date charnière, c'est-à-dire que poursuivre en fait l'analyse qu'a fait Dillec 2002-2007, 2007-2011, 2011-2013, je pense que maintenant il y a un après 2013 et qu'on est entré finalement avec la préparation de l'élection présidentielle et avec le déroulement de l'élection présidentielle dans cette nouvelle période que je vais essayer de caractériser. Donc d'abord, un petit peu l'AKP dans la tourmente, la préparation de l'élection présidentielle de Gezi aux élections locales du 30 mars 2014, et puis ensuite on parlera de l'élection présidentielle et de cette présidentialisation du régime, des conséquences que ça peut avoir. Alors, bon, Gezi, je le disais, bon, je ne veux pas ici développer sur l'analyse du mouvement Gezi parce que ça serait très long et il y a différents aspects. On a hésité d'ailleurs sur ce que c'était, printemps turc au départ, mouvement des indignés à la turque, mai 68 à la turque. Bon, le bilan, effectivement, est un bilan très lourd. Ce qui est sûr, c'est un mouvement qui est quand même différent des printemps arabes, ne serait-ce que dans son déroulement. Hein. Rien que ce qui s'est passé au Caire, c'est des centaines de morts à plusieurs reprises. Bon, le bilan de Gezi est lourd, 6 personnes tuées, peut-être un peu plus d'ailleurs, plus de 3500 personnes arrêtées selon le Progress Report de 2013 de l'Union européenne, 32 policiers suspendus. Mais depuis, et même tout de suite, il y a eu finalement une poursuite de cette effervescence. D'abord avec le mouvement étudiant de l'EDTU, c'est-à-dire de la Orta Doğu Technic Université 6, c'est-à-dire l'université technique du Moyen-Orient, en août 2013, pour d'ailleurs des raisons qui est assez comparable à Gezi. Vous voyez ici, là, une image emblématique de Gezi, mais là, cette image des manifestants à l'université technique du Moyen-Orient qui protestaient contre le passage d'une route au travers du campus. Mais d'autres événements se sont déroulés à Antakya, et ce n'étaient pas des mouvements, finalement, bon, c'est des mouvements qui étaient limités par rapport à Gezi, mais ce n'est pas des mouvements négligeables. Il y a eu des morts, il y a de la violence, le gouvernement a été obligé de se mobiliser pour maintenir ses bases. Et ça a continué finalement au cours de l'année 2014, notamment avec la mort de Berkin Elwan et d'autres mouvements. Peu après, au même moment, l'échec du projet de nouvelle constitution. Vous savez que la constitution turque de 82, élaborée après le coup d'État de 1980, a toujours été contestée. Et il y a eu de nombreuses tentatives. C'est un débat, le débat constitutionnel, moi que j'ai suivi, qui a pris vraiment des aspects multiformes, qui est complètement différent. D'ailleurs, aujourd'hui, les enjeux politiques sont complètement différents de ce qu'ils étaient il y a 10 ou 15 ans. Donc il faut se méfier quand
rentre dans le débat constitutionnel, bien avoir l'idée des séquences temporelles, sinon on ne comprend rien effectivement aux enjeux. Mais c'est vrai que l'AKP, en particulier depuis la crise de 2007, avait pris le problème à bras-le-corps, surfant d'ailleurs sur cette demande de plus de liberté en 2007, avec l'idée d'un projet de constitution civile. Mais bien évidemment, tout ça entre aussi dans l'agenda politique de l'AKP et dans des calculs d'ordre tactique. Je signale que depuis 2007, il y a eu 2 amendements constitutionnels importants. Celui de 2007 qui a changé, justement, c'est cette crise 2007 et c'est ces amendements qui ont changé l'élection présidentielle, qui l'ont mis au suffrage universel, et un amendement en 2010, voté lui aussi par référendum, qui a transformé le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Alors après les élections législatives de 2011, le gouvernement a relancé ce projet et il a essayé de mettre en place une procédure avec une commission de conciliation où les 4 partis du Parlement, c'est-à-dire l'AKP, les communistes du GEP, les nationalistes du MEP et les Kurdes à l'époque du BDP, étaient conviés finalement à préparer un draft, mais ce débat a été perturbé à partir de 2012, parce qu'au départ, l'idée était de parler de liberté, d'approfondir les libertés, éventuellement de reconnaître une autonomie ou la décentralisation pour avancer sur le plan de question kurde. En réalité, le débat a tourné un débat sur le régime présidentiel, ce qui n'était pas du tout prévu au départ, et c'est très largement ce qui a fait capoter, ce qui a provoqué des conflits au sein des gens qui élaboraient, des groupes politiques, parce que là le sujet est immédiatement devenu très politique. Et finalement, la leçon en automne 2013, c'est qu'on ira finalement à la présidentielle avec la même constitution, mais la même constitution amendée en 2007, c'est-à-dire une constitution où le président est désormais élu au suffrage universel. Alors que, vous voyez qu'au départ, il y avait beaucoup d'élections qui étaient prévues. On savait qu'il y avait les élections locales, on savait qu'il y avait les élections présidentielles, bien sûr, qui venaient, mais on se disait peut-être qu'il va y avoir aussi un référendum constitutionnel pour adopter la nouvelle constitution. Et à ce moment-là, ça va tout transformer parce qu'il faudra faire des législatives, des présidentielles. Donc, c'était une année 2014 qui s'annonçait difficile. Alors, avant d'arriver à 2014, il y a le scandale du 17 décembre, là aussi très surprenant, qui est d'ailleurs annoncé par un conflit. Le conflit avec la confrérie Gulen débute à propos des Dersanais. Enfin, il ne débute pas à propos des Dersanais, il devient ouvert, public, avec le conflit sur les écoles de préparation à l'entrée de l'université que le gouvernement veut fermer. Ceci dit, on pourra y revenir dans la discussion, ça faisait en fait plus de 3 ans que ça couvait, puisque je le signale, il y avait plusieurs précédents, mutation du procureur Zekeriaouz, qui d'ailleurs est retombé sur l'AKP à régler ses comptes au moment du scandale du 17 décembre, l'affaire du mythe en 2012, et cette polémique, effectivement, à partir de l'automne, sur la suppression des Dersanais. Comme disait Dilek, ça fait très mauvais genre, parce que 3 fils de ministres sont arrêtés. En réalité, il y a même une urgence pour l'AKP d'arrêter le processus, parce que Bilal Erdogan était sur le point d'être arrêté. C'est-à-dire, si ça continuait, cette affaire-là, il y a vraiment eu une urgence de jour pour faire face. Donc, et là, on sentait que le gouvernement était très mal parti. Et pourtant, il a réussi à rebondir, véritablement en écrasant, je dirais, le processus judiciaire véritablement dans l'œuf. C'est-à-dire avec la dénonciation de l'État parallèle, du mouvement Gulen, une épuration qui a été véritablement sans précédent. Puisque, oui, plus de 6000 policiers ont été réaffectés. Je pense que mon chiffre, d'ailleurs, est vieux, il y en a plus. Donc, on a observé, d'ailleurs, c'était une épuration, notamment dans la police, qui était bien supérieure à celle qui avait eu lieu après le coup d'État de 1980. Donc, c'est assez sensible. Alors,
Et puis, derrière, une série de réformes, effectivement en contradiction avec l'état de droit, en particulier la loi sur Internet, la loi qui remanie le SCIK, c'est-à-dire le Conseil des juges et des procureurs, une sorte de Conseil supérieur de la magistrature, une loi qui protège les services de renseignement des fuites, etc. Mais, alors, dans le même temps, je le disais, enlisement de la diplomatie turque, avec plusieurs années face, hein, et ça c'est dû effectivement au voisinage dangereux de la crise syrienne. Il n'y a pas que les diplomates, la diplomatie turque qui est en cause, hein, il y a aussi une situation qui est très difficile, mais en même temps, je dirais que tous les avancées, ce qui apparaissait comme des avancées, en particulier la politique du zéro problème avec nos voisins, hein, c'est un peu retourné dans ce contexte contre le gouvernement de l'AKP, avec un échec, la normalisation des relations avec Israël, avec une brouille avec l'Égypte, qui d'ailleurs continue ces jours-ci après le discours de Recep Tayyip Erdogan à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis aussi, moi je l'ai vu alors au tout début du mouvement de Gezi, parce qu'il se trouve qu'au début du mouvement de Gezi, je me trouvais au Maroc. Et il devait y avoir une grande tournée de Recep Tayyip Erdogan au Maroc. Le gouvernement marocain, Ben Kran, préparait ça. Et effectivement, cette tournée dans le Maghreb a complètement, je dirais, s'est complètement retourné. Hein, le roi ayant refusé d'ailleurs de recevoir Recep Tayyip Erdogan, on a senti effectivement que d'un coup, beaucoup de gens dans le monde arabe, et en particulier les gens qui étaient un peu énervés par ce modèle turc dont on parlait sans arrêt, se sont retournés en disant bah, finalement ce modèle turc n'est pas si bien que ça. Hein. Et donc il y a effectivement, on commence à parler d'un échec de la politique du zéro problème avec nos voisins, parce que aujourd'hui, avec ses voisins, la Turquie a des relations plutôt difficiles. Hein, finalement, un des voisins actuellement avec lequel elle garde de très bonnes relations, paradoxalement, hein, ce sont les Kurdes d'Irak et Iran. Et puis une situation économique moins favorable, crise des pays émergents, dépréciation de la livre, ralentissement de la croissance. Bon, ceci dit, les taux de croissance de la Turquie font encore, malgré tout, rêver beaucoup de pays européens. Et pourtant, en dépit de tous ces handicaps, eh bien, l'AKP a remporté les élections locales du 30 mars 2014. Ces élections qui concernent les métropoles, les municipalités, les villages, l'équivalent de nos conseils généraux, conseils de province. Hein. Et il ne faut pas oublier que désormais, ce sont des élections qui sont très importantes en Turquie, parce que les métropoles sont vraiment des lieux de pouvoir hein, considérables. Il y a une personnalisation aussi des scrutins dans les grandes villes. Il y a vraiment je dirais des élections, les élections à Istanbul, les élections d'Ankara, à Izmir, c'est vraiment des grands moments hein, de politique intérieure. Et c'était une élection qui était dangereuse pour l'AKP, parce que c'est toujours sur les élections locales où il a fait ses scrutins les moins bons hein, au cours des 10 dernières années, forcément parce qu'il y a une dispersion des voix hein, lors de ces élections. C'est une élection, finalement, vous voyez les chiffres en masse, hein, 45-3, c'est un chiffre qui est très nettement au-dessus du chiffre de la dernière élection municipale de 2009, hein, qui était d'un peu plus de 38. Hein, et il n'y a pas eu de grosse surprise. Hein, je montrais tout à l'heure la carte, on va la revoir, hein, puisque l'AKP, bon, l'opposition a fait de bons scores, hein, Istanbul, Ankara, même failli prendre Ankara, hein, reprendre Ankara, mais malgré tout, l'AKP a conservé Istanbul, Ankara, l'AKP a gagné Antalya, a échoué bon, à Antakya Izmir. Hein, les Kurdes ont conservé leur bastion du sud-est. Et on a observé qu'il y avait une sorte de pré-présidentiel parce qu'il y a eu un caractère plébiscitaire très fort donné au scrutin par Recep Tayyip Erdogan. Et là, on voit bien, effectivement,
l'habitude en fait de l'AKP et de Recep Tayyip Erdogan, c'était une manière déjà de préparer le scrutin présidentiel. On ne votait pas tellement pour les municipales, on votait pour ou contre le gouvernement et pour ou contre Recep Tayyip Erdogan. À Istanbul, véritablement, une ville dont Erdogan a été candidat, on peut dire que oui, le candidat de l'AKP était Kadir Topbaş, mais en réalité, le véritable candidat derrière, c'était indiscutablement Erdogan. Il y a eu des élections au dépouillement, alors c'est pour ça qu'il y a ces deux minets sur la photo, ces deux chats, parce qu'il y a eu effectivement des pannes de lumière au dépouillement, et le ministre de l'énergie, qui s'y connaît bien, Taner Yildiz, a évoqué justement, a expliqué qu'un chat s'était introduit dans un transformateur et que ça avait fait péter l'électricité dans plusieurs villes de Turquie. C'est le 8e succès de l'AKP depuis 2002. Voilà la carte de ces élections. Alors d'abord la carte par département, c'est-à-dire là, c'est le parti majoritaire par département. Et ensuite, la carte par district. Vous voyez d'ailleurs que la carte par district est assez intéressante parce qu'elle est beaucoup plus détaillée. Elle montre, par exemple, sur les Kurdes en vert, leur influence aussi dans des provinces de l'Est beaucoup plus au nord. Elle montre aussi sur l'Anatolie, finalement, que la situation est plus contrastée que ce que ne laissent à penser les cartes par masse, par département. Voilà. Alors, venons-en maintenant à l'élection présidentielle et à la présidentialisation du régime politique turc. Je crois qu'il y a une nouvelle donne qui apparaît après les municipales. On est toujours dans ce parallèle mobilisation sociale, élection, et il y a effectivement la catastrophe de la mine de Soma qui survient. Une catastrophe de Soma, c'est plus de 300 morts, c'est la plus grave catastrophe minière et industrielle qui soit produite en Turquie et qui révèle justement là aussi une tâche un peu dans le gouvernement de l'AKP, c'est-à-dire un fort développement économique, mais qui ne profite pas à tout le monde parce que bien évidemment cette catastrophe minière va mettre sur le devant de la scène la condition des mineurs et donc plus généralement la condition de certaines professions, d'ailleurs qui revient en permanence. Je crois qu'il y a un débat social aussi qui monte depuis plusieurs années en Turquie, avec des conflits sociaux qu'on voit moins que d'autres conflits, mais il y a eu de très durs conflits du monopole de Tekel à la fin des années 2000, qui annonçaient déjà des mouvements avec occupation de sites emblématiques devant le siège du gouvernement. Il y a eu, il y a une dizaine de jours, un accident aussi très grave dans la construction d'un gratte-ciel avec plusieurs morts dans un ascenseur qui s'est effondré. Donc la condition que finalement le progrès ne profite pas à tout le monde. Et puis il faut voir que le gouvernement sera directement impliqué dans des violences parce que Recep Tayyip Erdogan aura une altercation avec un mineur lorsqu'il se rendra lui-même à Soma, et l'un de ses conseillers, bon ça fait le tour de la planète web, Savatra, un des mineurs qui manifestait. Alors, ceci dit, on s'achemine vers l'élection présidentielle. Les kémalistes et les nationalistes surprennent en présentant un candidat commun. C'est un peu le mariage de la carpe et du lapin avec Ekmelettin İhsanoğlu et Recep Tayyip Erdogan. Alors là aussi, on voit comment il gère tactiquement l'affaire, ne se dévoilera qu'en dernier. En fait, il était déjà candidat depuis très longtemps, d'une certaine manière, mais il laisse les autres, finalement, un par un, se dévoiler pour voir un petit peu quel va être l'état des élections, comment se structure en fait ce premier tour. Et finalement, il n'y aura que 3 candidats. Ekmelettin İhsanoğlu, le candidat des 2 partis principaux d'opposition, le candidat kurde Selahattin Demirtas qui se dévoile le 30 juin et Recep Tayyip Erdogan qui se dévoile
en début juillet. La campagne est, pour tout dire, assez ennuyeuse. Quand on... non, et c'est vrai que c'est une surprise parce que, d'une certaine manière, on regarde ce qui s'est passé en France. Pourtant, aussi, l'élection présidentielle a été très controversée. La campagne, malgré tout, a eu lieu. Il y a eu une véritable campagne, et bien que l'élection du général soit programmée, il y a eu malgré tout un grand intérêt pour la campagne. Là, malgré tout, la campagne a été assez ennuyeuse. Bon, la ligne politique de Erdogan était d'annoncer qu'il serait un autre président que le président parlementaire qui existait, c'est-à-dire un président, il n'arrête pas de dire politique. Il dit je ne serai pas un pot de fleurs, hein, je serai un président politique, et donc cela lui permet justement de faire des propositions politiques. Ekmeledin İhsanoğlu, lui, défend en fait le parlementarisme, donc il se retrouve dans l'élection présidentielle au suffrage universel dans une position qui est très difficile à tenir, c'est-à-dire de dire bah, en réalité je ne serai pas un président politique, je serai un arbitre, je ne jouerai pas un rôle fondamental hein, dans le système. Et par contre, Selahattin Demirtas, vous le voyez ici à vélo, j'ai mis cette photo volontairement parce qu'il va essayer de se démarquer hein, des autres, plaider pour le pouvoir local, sortir du débat parlementarisme contre présidentialisme, défendre l'environnement, défendre surtout, ça va être aussi assez habile, les catégories oubliées. C'est-à-dire, il explique, et ça, dans une élection présidentielle, si on veut être crédible, il faut quand même dire qu'on espère pouvoir gagner ou pouvoir faire un bon score. Il explique qu'il ne défend pas que les Kurdes, mais qu'il défend d'autres catégories négligées, les femmes, les Alévis, les chrétiens, etc. Cette campagne, bon, il y aura quand même des rebondissements, en particulier cette une de Birgun, hein, parce qu'il y a un débat, Erdogan notamment soulèvera la question de l'origine hein, des membres, des principaux candidats, expliquant que, alors il n'est pas candidat, mais c'est le leader du parti kémaliste, est un Kurde Alévi, que Demirtas est un Kurde Zaza, qu'Ihsanoğlu est un Égyptien, enfin qu'il est né tout au moins en Égypte. Tout ça pour dire que lui-même, effectivement, se sent turc sunnite et que justement, il n'y a pas de raison désormais de ne pas le dire aussi haut et fort. Et Birgun dit effectivement dans sa une qui va faire scandale, Kılıçdaroğlu est un Alévi, Demirtas est un Zaza, İhsanoğlu est un Égyptien, et toi, hein, tu es un voleur, hein, et donc bien évidemment, toi tu es un voleur, donc bien évidemment, là ça va être un des moments un peu vifs, un peu intéressants hein, de la campagne. Oui, alors ce débat finalement sur le régime, hein, qui est un peu ennuyeux au bout du compte malgré tout. Et si on voit ces deux candidats, et si j'ai mis Selahattin Demirtas à la télévision, c'est parce que effectivement il a compris lui ce qu'était une élection présidentielle, et il a bien tiré son épingle du jeu en se présentant effectivement comme un vrai candidat et pas comme quelqu'un qui se présentait pour compter ses voix. Tout ça débouche sur ses résultats, c'est-à-dire Recep Tayyip Erdogan élu au premier tour avec près de 52% des voix, Ekmeledin İhsanoğlu avec 38-44, mais qui ne fait pas effectivement, qui ne rassemble pas véritablement les scores faits par les nationalistes et les kémalistes au cours des élections précédentes, en particulier des législatives, et Selahattin Demirtas, qui en nombre total de voix, finalement, double presque l'influence des partis kurdes depuis la fin des années 90. Donc, plusieurs observations, c'est indiscutablement une nouvelle victoire pour Erdogan, même si on peut s'interroger si finalement ce score de 52% n'est pas un peu décevant pour lui et n'indique pas une certaine limite totale de l'influence de l'AKP. Tout au moins si on la compare par exemple au score fait lors des référendums qui avaient été soutenus
67% lors du référendum pour l'élection présidentielle, 56, si mes souvenirs sont bons, sur le pouvoir judiciaire. Mais c'est vrai quand même que ma comparaison n'est pas tout à fait valable parce que on n'était pas dans un deuxième tour, c'est-à-dire dans un duel, il y avait quand même 3 candidats, donc une possibilité de dispersion plus forte des voix. L'autre observation, c'est la participation malgré tout un peu faible de ce scrutin, puisque la Turquie est un pays où on vote beaucoup pour toutes les élections. Et 74%, c'est 10 points de moins pratiquement qu'aux élections locales, et 10 points de moins qu'aux élections législatives précédentes. Bon. Ça n'a pas remis en cause la réalité du succès électoral d'Erdogan, mais quand même, ça montre qu'il y a eu, bon, finalement, une certaine fatigue électorale. C'est-à-dire que les Turcs avaient voté pour les élections locales et que le scrutin apparaissait un petit peu plié avant son déroulement. Mais quand même, ce qui a été aussi très impressionnant, c'est l'échec de l'élection pour les Turcs de l'étranger. C'est la première fois que les Turcs de l'étranger avaient la possibilité de voter. Recep Tayyip Erdogan était même allé faire campagne en Allemagne, comme d'ailleurs d'autres leaders. Mais il semblait en début de campagne mettre le paquet. Bon, puis il a été aussi très présent. C'est le premier dirigeant turc qui parle comme ça aux Turcs de l'étranger. Et seulement 10% se sont déplacés. Alors bien évidemment, il faut analyser. Il y a actuellement des gens qui travaillent là-dessus, analyser le sens de ce scrutin. Score inattendu, effectivement, de Selahattin Demirtas, je le disais. Voilà à nouveau les cartes de l'élection présidentielle avec les différents candidats, Erdogan en jaune, Ihsanoğlu en rouge et Demirtas en violet. Alors, je vais terminer par la transition post-électorale. Qu'est-ce qui se passe justement après les élections présidentielles ? Théoriquement, l'article 101 de la Constitution veut qu'un président élu doit démissionner des partis politiques auxquels il appartient et, le cas échéant, des fonctions gouvernementales et parlementaires, puisque les deux sont liés en Turquie, c'est un régime parlementaire traditionnel. On ne peut être membre du gouvernement que si on est membre du Parlement. Or, justement, cette application a eu lieu à retardement. Dès le 15 août, les élections sont proclamées par le bureau des élections, le Haut Conseil des élections chargé de suivre les élections. Et ce qu'on va voir, c'est que Erdogan ne va pas démissionner sans avoir organisé sa succession à la tête du parti et à la tête du gouvernement. Déjà, il annonce que la succession à la tête du parti aura lieu avant même la passation de pouvoir avec Abdullah Gül, ce qui finalement d'emblée met hors jeu finalement Abdullah Gül pour lui succéder. Il aurait fallu de toute manière qu'Abdullah Gül aussi puisse se faire élire pour être chef de gouvernement parlementaire, ce qui était relativement difficile. Donc Ahmed Davutoğlu est désigné par les instances dirigeantes du parti dès le 21 août, et les instances dirigeantes en particulier Tayyip Erdogan. Le 27 août, il est élu à la tête du parti. Et lors d'ailleurs de ce 27 août, c'est assez intéressant parce qu'Erdogan explique bien que ce n'est pas parce qu'il démissionne du parti qui s'en va qu'il se retire de la vie politique. Nous ne sommes plus en régime parlementaire, mais au contraire, c'est un nouveau départ parce qu'il est président, en fait, finalement, d'un autre régime qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, petit détail, mais il est important, la publication du résultat de l'élection présidentielle au journal officiel n'a lieu que le 28 août, c'est-à-dire le jour de la passation de pouvoir entre Erdogan et Abdullah Gül. Ce retard dans l'application de l'article 101 va provoquer un conflit, des polémiques avec l'opposition et entraîner d'ailleurs le boycott de la cérémonie par le parti kémaliste. Le soir même de son intronisation, Recep Tayyip Erdogan nomme Premier ministre Ahmed Davutoğlu. Davutoğlu a présenté
son gouvernement dès le 29 août. Et en réalité, ce qui est frappant, c'est que ce gouvernement est une réplique très fidèle du gouvernement Erdogan précédent. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de changement. Les seuls changements sont des changements obligatoires. C'est vrai que, comme on a nommé Ahmet Davutoğlu Premier ministre, ne pouvait plus être chef de la diplomatie turque. Donc on nomme le ministre des Affaires européennes ministre des Affaires étrangères. Et comme effectivement il n'y a plus de ministre des Affaires européennes, on nomme un nouveau ministre des Affaires européennes. Et puis il y aura effectivement l'un des conseillers d'Erdogan, d'un de ses proches conseillers a été nommé vice-premier ministre. Et puis il y a eu une petite modification des détails sur les douanes. C'est les seules modifications. Donc si vous voulez, ce gouvernement Davutoğlu apparaît littéralement comme une sorte de remaniement du gouvernement Erdogan précédent. Il est présenté au Parlement le 1er septembre et le 6 septembre, le gouvernement d'Ahmet Davutoğlu est investi par 306 voix comme 133. L'AKP a de toute manière une majorité au Parlement qui n'est pas une majorité renforcée qui lui permet de réviser seule la Constitution, mais qui est une majorité absolue de 313 voix sur 550. Et on voit bien que dès le départ, en fait, et notamment par cette nomination, par ce gouvernement mis en place, eh bien, le Premier ministre fait désormais allégeance au président. D'ailleurs, c'est Recep Tayyip Erdogan et non pas Ahmet Davutoğlu qui va au sommet de l'OTAN, très important dans ce contexte-là, le 5 et 6 décembre. C'est lui désormais qui définit les grandes orientations politiques et Ahmet Davutoğlu qui les met en œuvre. Priorité de ce nouveau gouvernement, je ne vais pas les développer ici, mais il y a deux priorités qui ont été mises en avant, qui sont la reprise du processus de paix pour résoudre la question kurde et la relance des négociations avec l'Union européenne. En même temps, Ahmet Davutoğlu a repris les thématiques de campagne du président, c'est-à-dire devenir la 10e puissance économique, le 3e pont, le 3e aéroport. Une des premières choses qu'il a fait en tant que Premier ministre, ça a été d'aller voir les travaux qui sont en train de construire un tunnel routier sous le Bosphore, en disant il faut même accélérer ces travaux, on peut même aller plus vite. Et d'ailleurs, ce qui est assez impressionnant, c'est que dans ses premiers discours, on voit qu'Ahmet Davutoğlu se voit encore au pouvoir en 2023. Ce qui est frappant aussi, c'est la symbolique, moi ce qui m'a frappé, du nouveau pouvoir. Notamment la visite de Recep Tayyip Erdogan au sanctuaire d'Eyüp au soir du 10 août. C'était une démarche que faisaient traditionnellement les sultans ottomans lorsqu'ils étaient intronisés. C'est une des premières choses qu'a fait Recep Tayyip Erdogan au soir de son élection, quand l'élection était certaine le 10 août, avant d'aller parler au balcon, faire son traditionnel discours du balcon au siège de l'AKP à Ankara. Livraison d'un avion présidentiel au lendemain de l'investiture et lors de son premier déplacement officiel à Cardiff, c'est ça, sommet de l'OTAN. Sommet de l'OTAN Cardiff. À sommet de l'OTAN à Cardiff, les 5 et 6 août, il est parti à bord de cet avion peint aux couleurs de la Turquie. Changement de la résidence présidentielle, annonce de l'abandon de la résidence de Çankaya, où résidaient traditionnellement les présidents de la République depuis Atatürk, pour une résidence d'ailleurs que Erdogan se faisait construire en tant que Premier ministre, qui était supposé accueillir les services du Premier ministre dans la forêt d'Atatürk à Ankara. Et la résidence de Çankaya devrait servir désormais à abriter le Premier ministre, c'est-à-dire Ahmet Davutoğlu. Alors, est-ce que cette symbolique annonce d'autres changements en profondeur? Impressionnant de voir que si, pendant la campagne présidentielle, il y a eu un débat intéressant qui était autour finalement de la configuration du pouvoir après les élections, et en particulier autour des débats vieille garde, nouvelle garde. Et notamment, on a vu mise à l'écart de la vieille garde, notamment parce qu'il y a une règle en Turquie qui est la règle des 3 mandats, en tout cas dans l'AKP qui est la règle des 3 mandats.
on ne peut se faire élire que 3 fois député. Ça posait problème d'ailleurs à Tayyip Erdogan au moment de l'élection présidentielle, parce qu'il se disait, si je ne me présente pas à la présidentielle, je ne pourrai plus me présenter comme député pour être Premier ministre. Donc il disait, peut-être que s'il ne me présente pas à la présidentielle, on changera la règle des 3 mandats. Mais quand il a été élu président, premier discours, un des premiers discours qu'il a fait, il a dit, la règle des 3 mandats demeure, et il va y avoir un sérieux coup de balai dans la classe politique turque. Et indiscutablement, il y a effectivement un certain nombre d'hommes politiques qui sont en train de numéroter leurs abattis parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas se représenter lors des prochaines législatives qui sont le prochain grand rendez-vous politique en juin 2015. Très étonnant depuis l'élection de Recep Tayyip Erdogan, la dimension spirituelle et la dimension accordée dans le protocole au Diyanet, c'est-à-dire à la direction des affaires religieuses et à son président, Mehmet Görmes. Et Ahmet Davutoğlu a expliqué aussi que, alors cette dimension spirituelle qu'on sent pointer d'ailleurs depuis plusieurs années, il fallait que désormais elle soit clairement reconnue, que le Diyanet ne pouvait pas être simplement une bureaucratie religieuse. Levée il y a quelques jours de l'interdiction du voile dans les établissements secondaires, et également montée en force des lycées de prédicateurs, enfin qui sont des écoles privées confessionnelles. Bon, ça aussi, c'est quelque chose qui monte depuis plusieurs années, mais à la rentrée, en fait, on voit bien qu'ils apparaissent comme un élément important du système scolaire turc, dans la mesure où ils ont pallié, finalement, ce sont dans ces lycées qu'ont été envoyés les gens qui n'avaient pas obtenu leur choix en termes de lycée. Et puis, poursuite de l'épuration policière, judiciaire, nouvelle réforme de la composition du Conseil des juges et des procureurs après des élections qui n'ont pas été du goût du gouvernement il y a quelques jours. Donc, quelques conclusions. Je pense qu'on a, au travers de cette élection, la victoire d'une formation qui est peut-être plus d'ailleurs conservatrice, patriarcale, populiste, nationaliste, comme le disait Dilek, qu'à proprement parler islamiste. Elle bénéficie effectivement du soutien de catégories sociales traditionnelles, mais aussi nouvelles, ces nouvelles classes moyennes urbaines, cette nouvelle bourgeoisie anatolienne, qui peuvent d'ailleurs, on le voit dans les sondages, critiquer parfois le gouvernement, mais qui finalement, quand il s'agit de voter, ne prennent pas le risque de voter pour quelqu'un d'autre. Sans doute, je crois que cette force politique bénéficie de la faiblesse aussi de l'opposition, dont, on l'a encore vu lors des élections, les partis n'arrivent pas à sortir de leur statut antérieur. Finalement, l'AKP reste malgré tout l'héritier d'un parti qui a été un parti unique, donc critiquable sur le plan de son nationalisme, de la démocratie, etc. Et finalement, le MHP reste l'héritier finalement des mouvements nationalistes turcs, c'est-à-dire mouvements extrémistes, point final, un mouvement qui ne sont pas capables de gouverner. Ce que l'on voit, c'est que cette formation, je crois aussi, qui a réussi à allier ce conservatisme religieux des mouvements islamistes turcs, du Refah Party dans les années 90, et puis finalement le fait que la Turquie, pratiquement depuis son passage au pluralisme après la Deuxième Guerre mondiale, a toujours été gouvernée au centre droit, que les partis de centre droit ont toujours eu finalement dans ce pays une audience très forte. Eh bien, cette formation, on le voit, était en mesure de résister aux contestations multiples et permanentes, parfois même nationales, comme le mouvement Gezi, dont il a été l'objet. Ces mouvements, effectivement, ont mobilisé
des manifestants ont su mobiliser effectivement des manifestants. Les mobiliser des manifestants, ce n'est pas tout à fait la même chose que mobiliser des électeurs. Voilà, je vous remercie. Merci. Eh bien, je pense qu'on a tous beaucoup de questions. Moi, j'en ai une belle quantité, mais je vais d'abord vous laisser la parole. Qui se lance à une première question pour Dilek ou Jean? Je vais les prendre, on va faire une première tournée, puis et puis on répartira ensuite. Alors, il y avait devant moi, mademoiselle, allez-y. Vous voulez le micro? Ah bah voilà. Ah bah alors, allez-y, vous avez le micro, on va en profiter, excusez-moi. Déjà, je vous remercie d'avoir partagé toutes ces informations et je veux commencer avec une observation. Vous avez dit que Erdogan sera toujours en pouvoir en 2023. Davutoğlu. Oui. Mais enfin, c'est le centenaire de la République. Ouais. Et sur les affiches pour la candidature d'Erdogan, il y avait aussi les dates 2053, oui. Le millénaire, non, le 600e anniversaire de la chute de Constantinople, et aussi 2071, le millénaire de l'invasion turque d'Anatolie. Donc voilà. En fait, mais c'est vrai que, juste pour rebondir, c'est vrai qu'il suffisait de passer quelques jours à Istanbul, fin juillet, début août, pour se croire dans un fan club d'Erdogan. La campagne électorale a été médiatiquement, on était au marché aux épices, sur le Bosphore, Erdogan, mais il n'y a qu'un seul candidat en fait. C'était très très marquant, cette monopolisation de la voie publique par Erdogan. Voilà. Aussi, il avait la mairie d'Istanbul aussi de son côté, donc je pense qu'il avait cet avantage-là. En fait, moi j'ai une question, observation par rapport à Ekmel Denizhanoglu. J'ai grandi en Turquie et dans une famille assez kémaliste. J'ai jamais entendu parler d'Ekmel Denizhanoglu jusqu'à cet été. Donc c'est une sortie sur la scène politique inattendue, je trouve. Et il est disparu aussi vite qu'il est apparu. Il a pu dire un livre avant de disparaître. Donc après, je trouve, malgré tout ça, le résultat qu'il a eu, c'est très surprenant. Mais voilà, je voudrais votre avis là-dessus. Et aussi sur la question de AKP sans Erdogan. Enfin, pas AKP sans Erdogan, mais un parti de droite sans Erdogan, dans le sens avec cette coupe, enfin avec cette petite séparation avec le mouvement de Fethullah Gülen et nous, en tout cas dans la famille, on espère une sorte de séparation au sein même de l'AKP qui créerait, qui diviserait l'électeur. C'est ce que vous souhaitez. Oui, la différence. La question est aussi de savoir s'il y a des divisions au sein de l'AKP, si je comprends bien. Voilà, s'il y a des divisions, un éventuel parti de droite autre que l'AKP. Voilà, et aussi, je pense que c'est la... Dernière question. Non, je me demande si c'était la première fois qu'un président élu, mais pas encore président, a voté aux élections de présidentielles de son parti politique. Pour la présidence de AKP, Erdogan, il a voté pour l'armée de Davutoğlu. Oui, c'est ce que je disais, c'est le problème de l'application, justement. Voilà, je veux dire, non seulement il a un peu retardé, mais il est allé voter carrément. Oui. Voilà. Parce qu'il était encore premier. Passez le micro à mademoiselle, Il était encore membre. Et ensuite, il y aura monsieur juste au fond. Merci. En fait, deux petites questions très brèves. La première question concerne le divorce que vous avez évoqué entre Gülen, le mouvement Gülen et l'AKP. Donc, je n'ai pas très bien compris les raisons de ce divorce. La seconde question concerne un petit plus la diplomatie turque, plutôt l'impact ou le ressenti de l'intérieur de la diplomatie turque, notamment l'intervention de la Turquie contre le mouvement État islamique Daesh. Donc y a-t-il un impact intérieur de cette intervention? Autrement dit, est-ce qu'il y a consensus de la classe politique turque, toutes couleurs confondues? Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec cette décision de Erdogan?
exposés, c'était la première. J'ai trouvé les deux exposés extraordinairement clairs, mais il m'a manqué quelques lumières sur les motivations fondamentales du divorce entre l'AKP et le mouvement de Gulen. Très bien. Alors, je pense que oui, on a d'une part, on va brièvement commenter la personnalité de ce candidat surprenant qui a réapparu et disparu dans le banc. Ensuite, si je comprends bien, il y a les divisions internes dans l'AKP. Je pense qu'avant d'expliquer, j'aimerais bien aussi commenter cette question, les raisons du divorce. Je pense qu'il faut aussi revenir sur les raisons du mariage. Non mais ça expliquerait aussi beaucoup de choses de pourquoi ils se sont unis et pourquoi ils se séparent, entre guillemets. Et on a donc cette question de politique étrangère concernant le conflit en Syrie et en Irak. Peut-être, Dilek, vous voulez commencer peut-être sur Gulen. Apparemment c'est très attendu. Oui, bien sûr. Alors, donc c'est deux mouvements qui viennent des traditions très différentes. L'AKP vient de la tradition de l'islam politique, de la vision nationale, qui a été fondée en 1969 et 70 par Necmettin Erbakan. Donc, comme j'ai essayé de montrer, c'est une idéologie qui réencadrait le décalage de développement économique entre les grandes villes et l'Anatolie dans un discours de moralité, de différences éthiques et de différences socioculturelles. Donc, ça se définissait en tant qu'anti-occidentaliste, anti-laïcité, anti-establishment turc, avec une vision de transformation de la société par l'action politique. Donc, en engageant directement l'action politique sous forme de parti politique pour entrer dans les élections. Donc, la vision nationale, action politique. Le mouvement de Fethullah Gülen, c'est un mouvement social et économique qui a été, disons, réinventé, recréé par cet imam de l'État, Fethullah Gülen, qui est un imam de l'État, c'est-à-dire employé de l'État, dans les années 60. Son mode d'action, c'était apolitique, c'est-à-dire on ne va pas s'engager ni sous forme de parti politique, ni sous forme de soutien clair et explicite à un certain moment politique. Mais l'objectif, justement, c'est de faire circuler la bonne nouvelle, comme quoi l'islam peut coexister avec la modernité, le capitalisme et les sciences positives dans la société, justement en favorisant les activités éducatives et les activités commerciales. Donc, ayant une base économique, dans l'objectif de créer une génération d'or, c'est-à-dire qui aura la piété, la foi islamique, qui suivrait la pensée de Fethullah Gülen et qui adopterait la modernité occidentale et globale, et pour ensuite régner sur la société turque à travers l'État. Donc on voit qu'il y a deux traditions très différentes, deux répertoires d'action très divergents, mais qui ont fonctionné en parallèle. Donc, dans les années 2000, quand l'AKP s'est transformée après tous ces processus dont j'ai essayé de vous présenter tout à l'heure, on voit que l'islam politique, donc le mouvement de la vision nationale, devient pro-européen, devient assez capitaliste, se dégage en fait de ces tendances socialistes qui focalisent sur le partage des richesses, mais qui commencent à favoriser la croissance, l'enrichissement, justement, la libéralisation. On voit qu'à partir des années 2000, il y a une certaine convergence idéologique dans les pensées de ces deux mouvements. Ensuite, avec l'arrivée de l'AKP au pouvoir, donc qu'est-ce que j'ai dit? Donc, le mouvement de Gülen a voulu former
une génération de cadres pour se faire recruter justement dans l'administration turque. Donc à l'intérieur, ils ont favorisé quelques départements dans les universités, comme par exemple l'ingénierie et le droit. D'accord. Donc pour ensuite former les cadres de l'administration et notamment dans la police, dans l'administration technologique technique et dans la justice. Donc c'est quand même les domaines qui sont influents dans la gouvernance d'un pays. D'accord ? Et alors que le mouvement de la vision nationale, c'était plus populiste, ça adressait, surtout dans les années 70 et un peu dans les années 80, ça adressait toujours à des classes défavorisées. Donc, ça a essayé de mobiliser la frustration économique, la frustration socio-culturelle et politique. Mais ils n'ont jamais investi dans la formation d'une nouvelle génération de cadres pour le contrôle de l'appareil d'État. Donc, quand l'AKP est venue au pouvoir, justement, déjà, donc, avec leurs nouvelles idéologies pro-capitalistes, pro-libérales, pro-européens, ils ont réussi à avoir une certaine convergence idéologique. Ensuite, c'était une alliance stratégique pour justement se compléter. Donc, le mouvement de Gülen fournissait, si vous voulez, les cadres pour reformer l'appareil étatique, tandis que le mouvement de l'AKP s'engageait en politique pour porter justement cet État, pour gouverner cet État. Donc il y avait une convergence aussi des intérêts et des modes d'action. D'accord ? Donc tout ça, ça avançait très bien. Et justement, c'est pour ça que moi, je caractérise le pouvoir de l'AKP comme le pouvoir de la bourgeoisie islamique, dans le sens que c'est des nouvelles classes professionnelles, commerciales, entrepreneuriales, qui essaient justement, et qui font très bien, qui arrivent très bien à articuler la piété dans leur propre interprétation moraliste avec l'activité capitaliste, la modernisation et la globalisation. Donc, ce qui s'est passé à partir de 2007-2009. Donc, on a dit aussi que de 2002-2007, c'était la période de l'acquisition de la légitimité du pouvoir de l'AKP. Donc l'AKP a favorisé, a privilégié les alliances avec les divers groupes sociaux dans le pays, dont justement la communauté de Gülen. Et donc ils avaient en fait des ennemis communs, n'est-ce pas, professeur? Ils avaient des ennemis communs, comme l'armée par exemple, qui empêchait toujours ces revendications islamiques, l'activisme des acteurs islamiques. Donc ils avaient le grand patronat qui monopolisait trop les parts de marché, d'accord? Alors que le mouvement de Gülen aussi avait sa propre base économique et patronale. Donc tant que ces ennemis existaient, c'était une force unificatrice en fait de ces deux groupes-là. Mais quand les ennemis ont été écartés, ça commence à craquer à l'intérieur de la bourgeoisie islamique. Donc on commence à voir des divergences d'intérêts. Des divergences d'intérêts qui cristallisent en fait les ambitions du contrôle étatique. Parce qu'on a dit déjà, les cadres de Gülen étaient dans l'État. Donc eux, ils avaient un pouvoir en plus, un pouvoir symbolique du fait que l'imam Gülen est devenu quelqu'un déjà dont on pouvait parler explicitement en public, parce qu'avant c'était pas aussi clair que ça, le fonctionnement, les discours, les prêches. Et aussi avec la croissance économique, avec la performance gouvernementale de l'État turc, en fait, tout ça, ça a donné une légitimité à ces cadres-là. Donc, du coup, ils ont vu qu'en fait, c'était eux qui menaient justement ce projet social et ils réussissaient bien. Tandis que de l'autre côté, l'AKP aussi, comme le parti contrôlait les ressources étatiques, les ressources financières, économiques, humaines de l'appareil étatique,
Et ils considéraient que c'était eux, en fait, qui portaient, justement, ce projet et cette croissance, ce développement-là. Donc, ça a commencé à créer des conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts et, comme vous avez montré, ils ont commencé à faire des petits jeux de pied à l'un à l'autre. Donc, par exemple, ça a commencé justement avec la marginalisation d'un des procureurs lors des procès de Ergenekon. Mais en fait, le grand coup est venu lorsque la police a accusé le chef des renseignements, des services de renseignement, d'avoir collaboré en cachette avec le leader du PKK, Abdullah Öcalan. L'affaire du mythe. Oui, voilà, donc l'affaire du mythe. Donc, lorsque la police a accusé Hakan Fidan, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a fait une déclaration comme quoi je ne vous laisserai pas mon homme. Donc, il l'a en fait protégé personnellement. Et ils l'ont pas, en fait, même si ce fait a été écarté, donc Hakan Fidan n'a jamais été porté en justice, n'a jamais été poursuivi en justice, mais quand même, ça a commencé, ça a fait public le conflit qu'il y avait entre ces deux communautés. Ensuite, donc, comme contre-attaque, mais aussi en accord avec la logique de la centralisation du gouvernement de l'AKP, le parti a décidé de fermer les cours privés pour la préparation de l'examen de l'entrée à l'université. Et on sait très bien qu'en fait, c'est un très grand marché. Hein, les cours privés, c'est pas des cours privés, mais c'est des écoles privées, des sortes d'instituts privés qui donnent des cours collectifs pour préparer les jeunes pour l'examen de l'entrée à l'université. Donc, et la communauté de Gülen, justement, occupe une place importante dans ce marché-là. Parce que, justement, c'est en préparant les jeunes le meilleur possible à cet examen qu'ils allaient constituer ces cadres administrateurs pour l'État. Donc, ils avaient un grand investissement. Donc, la déclaration du gouvernement pour fermer toutes ces écoles, tous ces instituts privés en faveur de la centralisation de l'éducation nationale dans les écoles de l'État, ça, c'était un coup extrêmement fort sur le système de fonctionnement de Fethullah Gülen. Qu'est-ce que c'est que ce système de fonctionnement? Donc, la communauté de Fethullah Gülen fonctionne à deux niveaux. Donc, il adresse justement, en fait, le premier objectif, c'est de former les cadres, cette génération d'or. Et le deuxième, c'est justement ça concerne les activités commerciales et économiques. En fait, l'objectif, c'est de justement convaincre les hommes d'affaires à faire des dons, ce qui est très facile en Turquie, parce que cette notion de charité, de faire des dons, est très commune. Vous n'êtes pas obligé d'être très croyant pour faire des dons à une école ou à une association. Cette entraide existe dans la culture du pays. Donc l'objectif, c'est de convaincre en fait les hommes d'affaires de faire des dons à plusieurs associations ou collecter des dons pour ensuite construire des écoles et recruter des professeurs et justement choisir. Donc ça, c'est le côté classe moyenne, classe privilégiée. Et l'autre orientation qui favorise les classes défavorisées, ça fonctionne de la façon suivante. Donc, ils vont aller choisir les enfants des familles défavorisées qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à des écoles, à des bonnes écoles qui dispensent une éducation de qualité, qui va ensuite leur permettre d'accéder au pouvoir d'influence dans l'État et dans les entreprises, les choisir, donc les sélectionner, les prendre, leur donner des bourses, leur faire éduquer dans leurs propres écoles pour ensuite justement élever cette génération qui serait fidèle au mouvement parce qu'ils ont grandi dans le mouvement, ils ont socialisé, ils se sont socialisés dans le mouvement et qu'ils vont par la suite être fidèles quand ils commenceront à assumer des responsabilités étatiques. Donc c'était ça le mode de fonctionnement. Et donc
quand vous fermez ces instituts privés, donc vous faites un grand coup en fait au cœur de ce système de fonctionnement. Donc c'est un coup définitif, quasi définitif au mouvement lui-même, à cette communauté elle-même. Donc c'est ainsi que ça s'est déroulé. Et donc les raisons de cette dissociation, on les trouve. Je ne sais pas si je devrais encore développer parce que je pense que c'est un peu, on ne va pas non plus parler que de ça, mais c'était ça, donc la raison, c'était le conflit d'intérêts, l'ambition de contrôler l'État, et aussi quand même l'interprétation de cette vision de la Turquie. Qu'est-ce qu'on veut pour la Turquie? Recep Tayyip Erdoğan a une vision extrêmement ambitieuse de la place que la Turquie devrait occuper dans le monde et dans sa région. Donc il voit aussi l'islam comme une sorte pas d'idéologie, mais une grille de pensée qui serait commun à tous les mouvements islamiques et islamistes de la région. Alors que la vision de l'islam de Fethullah Gülen, c'est très national. L'islam, c'est juste, évidemment, l'islam occupe une grande place, mais dans le fonctionnement que je viens de vous décrire de cette communauté, on voit qu'en fait, l'islam, c'est juste, pas un moyen, parce que c'est pas un instrument, mais c'est juste une affinité. Ça crée des affinités, ça facilite le communautarisme. Donc l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est justement de créer cette génération pour qu'ils puissent contrôler l'État. Donc on voit aussi qu'il y a une discordance comme ça entre leur vision de la Turquie dans l'avenir et leur interprétation de l'islam et du rôle de l'islam dans la formation de cette nouvelle Turquie. Très bien. Une réponse très complète. Jean, brièvement commenter notre ami égyptien qui est disparu donc. Et oui, puis, oui, c'est vrai. Et puis la question de Daesh. Sur le Fethullah Gülen, simplement, je trouve que tout ce qui a été dit est parfait et il n'y a pas grand-chose à ajouter. Simplement, tactiquement, je crois aussi que l'AKP, on le voit bien au travers des 3 dernières années dont tu parlais, et l'affaire du mythe en particulier, qui est vraiment une sorte de répétition générale, où le procureur commence à vouloir faire arrêter les membres des services secrets ou c'est le gouvernement qui dit pas question. C'était un peu le pré-affaire du 17 décembre. En réalité, je crois qu'il y a eu cette prise de conscience aussi de l'AKP, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les procureurs de Gülen, les procureurs gulenistes ont été ceux des grandes affaires à Ergenekon, Balioz, et donc il y a eu cette prise de conscience que finalement ce que Gülen avait fait à l'armée et à l'establishment traditionnel, il pouvait aussi le faire à d'autres personnes. Et en réalité, le 17 décembre, ce qui s'est passé, c'est exactement ça, y compris dans la mobilisation des journaux de la presse pour dénoncer XX scandale avant d'inculper des personnes, etc. C'était exactement la technique qui avait été pratiquée pour descendre les militaires dans les années qui avaient précédé. En ce qui concerne Ekmeledine İhsanoğlu, oui, c'est pas tout à fait un inconnu parce qu'il avait quand même été secrétaire général jusqu'en 2013 de l'Organisation de coopération islamique. Donc en fait, c'était un compagnon de route de l'AKP jusqu'en 2013. Bon, il est entré en conflit à la fois pour des raisons idéologiques, mais aussi parce qu'il a pris des positions, enfin il n'a pas pris de position plus exactement en 2013 au moment du renversement de Mohamed Morsi. Et donc il a été une polémique qui a commencé à l'époque avec Recep Tayyip Erdoğan qui a dit qu'il avait une position indigne, enfin il allait jusque très loin. En réalité, la question qu'il faut se poser, c'est, bon, vous dites que mes parents ne le connaissaient pas, ça je veux bien le croire. Enfin, je voulais dire, oui, on le connaissait, mais pas dans... Oui, mais j'ai bien compris, ça n'était pas un politique, en plus il n'y avait aucune expérience politique. Hein. Donc la question, c'est un petit peu de savoir pourquoi, en réalité, le JP et le MEP ont présenté Ekmeledine İhsanoğlu. Bon. Y compris un parti comme le JP qui est laïque, alors qu'Ihsanoğlu a quand même une fibre religieuse particulièrement
particulièrement développé. Moi, je crois que ça a permis deux choses pour bon, déjà présenter, quand ils se sont mis d'accord pour présenter un candidat commun, quand même très difficile de présenter un candidat commun, d'avoir un programme commun entre les nationalistes, ultranationalistes. Voilà, c'est le mariage de la carte et du lapin. Qu'est-ce qui pouvait porter une telle alliance, finalement? Ensuite, je crois qu'il y a eu la possibilité avec Pellegrini Sanolu d'éviter de participer à l'élection. Ça a été un peu ça. C'est-à-dire éviter d'aller se prendre une nouvelle défaite qui aurait porté atteinte aux dirigeants. Parce que, bon, regardez, malgré tout, même Ihsanolu, candidat pour les deux partis, dans les deux partis, et notamment au GEP, le leader du GEP a été contesté à l'intérieur du parti. Donc, supposer qu'il ait été candidat et qu'il ait subi une défaite, bon, pour lui, c'était un risque. Alors, bien sûr, les leaders partis, Kılıçdaroğlu et Bahçeli, pouvaient aussi présenter un autre candidat. Bon, c'est-à-dire un second couteau du parti ou un jeune candidat. Mais ça aussi, ça présentait un risque. Parce que supposer que ce candidat-là, finalement, il ait fait un bon score. Possible dans une élection comme ça, où tout est plié, et les gens se disent, tiens, c'est une femme, par exemple, c'est original, on va voter, paf. Et à ce moment-là, contestation du leader. Donc là encore, à mon avis, c'était l'élection de tous les dangers, à mon avis, pour les leaders d'opposition. Donc Ihsanolu, ça permettait de neutraliser l'élection. D'ailleurs, quand on regarde la campagne d'Ihsanolu, au départ, tout le monde disait il va y avoir une mobilisation, etc. Il n'y a rien eu. Bon, il s'est promené un peu partout, gentiment, en faisant comme ça. Bon, et puis c'est terminé. Avec des petites filles sur les photos. Non, mais on fait ça. Oui, c'est l'image de la famille. Alors certains ont dit, bon, c'est un stratagème génial parce qu'il va prendre des voix, religieuses à l'AKP. Bon, je crois que l'idée c'était quand même d'éviter pour les partis d'opposition de s'impliquer dans cette élection parce que, notamment pour les leaders, c'était l'élection de tous les dangers. Je pense que c'est surtout ça. Bon, on a juste le temps de répondre sur Daesh maintenant. Alors sur Daesh, quelle était la question exactement? Alors la question c'était... La question c'est quel est l'impact intérieur du conflit syrien? Pas du conflit syrien, de la décision de Erdogan, pardon. De la décision d'Erdogan d'intervenir contre l'organisation de l'État islamique. Est-ce qu'on fait consensus déjà? Est-ce que les autres partis soutiennent Erdogan dans cette... Là, disons que c'est déjà un peu tôt pour mesurer cet impact, parce que la décision vient d'être prise. Ce qu'on peut dire, c'est que, malgré tout, ça ne fait pas tout à fait consensus. Parce que quand on regarde, il y a eu une délégation, notamment du GP, qui est allée sur la frontière il y a quelques jours, et qui a contesté, donc qui a rendu hommage au service, notamment au service des urgences, l'AFAD, qui traite les situations d'urgence, mais en même temps qui a dit que finalement beaucoup de choses étaient clochées dans l'organisation de l'accueil, notamment des réfugiés. Et parallèlement, il y a une question qui est actuellement, qui est la fameuse question de l'extension du mandat qu'ont les troupes turques pour intervenir en Syrie et en Irak. Et tant les Kurdes que le parti kémaliste s'y sont opposés. Alors que les nationalistes, si mes souvenirs sont bons, mais c'est très récent et je n'ai pas encore eu le temps de véritablement fouiller le pourquoi des décisions, eux ont dit qu'ils pouvaient le voter. Donc si vous voulez, il n'y a pas véritablement un consensus total. Bon, d'ailleurs, depuis le début, le conflit syrien divise la classe politique turque de toute manière. Et il faut bien voir que c'est quand même actuellement un sujet de préoccupation, je pense, pour la Turquie dans son ensemble, qui est énorme, parce qu'il y a maintenant près de 2 millions de réfugiés en Turquie, que ces réfugiés, vous savez le terme qu'on utilise à leur propos,
c'est le terme de palestinisation, et que l'histoire montre souvent que les réfugiés repassent rarement la frontière, reviennent rarement de là où ils sont venus, ce qui veut dire qu'il y a déjà plus de 60 000 enfants qui sont nés de ces réfugiés en Turquie, avec une génération qui va avoir, vous savez qu'on a parlé de génération sacrifiée. Bon, c'est pas seulement l'accueil des réfugiés, mais c'est aussi assumer en fait les conséquences de cette migration qui est très importante. Donc je pense que c'est... Et il y a, parce qu'il y a, vous le savez, des incidents à l'heure actuelle qui opposent régulièrement des populations locales avec les réfugiés, parce que bien évidemment, il y a des problèmes de voisinage, il y a des problèmes, rien la mère de Gaziantep, qui est une ancienne ministre d'ailleurs du gouvernement Erdogan, a pris pendant l'été un règlement qui interdit d'afficher les prix et la qualité des produits en arabe, parce qu'il y a des commerçants syriens qui effectivement attirent leur clientèle en jugeant que c'était une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, en disant il faut que ces réfugiés, enfin ces commerçants syriens s'intègrent, acceptent nos règles. Donc c'est potentiellement, bon, il y a eu également des incidents, après un accident de voiture, etc. On voit bien qu'il y a quand même une tension extrême dans un certain nombre de provinces, et la politique, ce point de vue-là, qu'a mené le gouvernement est assez critiquée. Donc c'est potentiellement ça, effectivement, une situation préoccupante, à mon avis, difficile dans les prochaines années. Non seulement pour accueillir les réfugiés, parce qu'il n'y en a que 250 000 qui sont accueillis dans les camps, mais aussi pour assumer les conséquences de la migration qui a eu lieu, qui est quand même gigantesque, quoi. Sans compter le problème de la frontière, parce qu'effectivement, on accueille les réfugiés dans un sens, et c'est de toute manière, alors bon, le gouvernement turc a peut-être des responsabilités sur la circulation des djihadistes, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'à partir du moment où la frontière devient perméable, elle est perméable dans un sens, mais elle peut être perméable dans l'autre sens, c'est ce qu'on a vu. Donc, c'est à mon avis une situation quand même préoccupante, et il faut voir comment la Turquie va gérer d'ailleurs, ce qu'elle va faire, comment elle va intervenir. Parce qu'on dit qu'un des plans, à l'heure actuelle, c'est surtout de sécuriser les zones qui sont tenues par l'armée libre syrienne et par le front islamique, mais pas de s'impliquer aux côtés des Kurdes. Bon. Donc, parce que effectivement, le conflit est très difficile à aborder. Et il y a eu probablement d'énormes bévues du gouvernement turc. On le voit dans la gestion, par exemple, de l'affaire de Mossoul. Maintenant, on sait qu'il y a eu des conciles du ministère qui ont dit, justement, ce qui était étonnant, c'est que les membres du consulat aient été capturés alors qu'ils auraient pu partir. On a même parlé à un moment de leur évacuation par les peshmerga kurdes. Et ça ne s'est pas fait. Et on sait maintenant que très clairement, le ministère des Affaires étrangères avait dit non, le consulat reste parce que de toute manière, les membres de Daesh ne s'attaqueront pas au consulat turc. Grosse erreur. Bon, on va en rester là. Merci beaucoup d'être venu. Merci à